Alors je vous présente 4 diptyques qui illustrent la tendance maniériste de la fin du Quattrocento et du début du Cinquecento. Donc nous sommes en Italie. Le premier, alors le maniérisme, c'est cette tendance à la distorsion des corps, au positionnement des mains, qui retrouvent des positions dites en escalier, qui se posent sur des objets, un livre, des fruits, des petits pains, ou même une plume à la main. Si j'ai fait des diptyques, c'est pour justement donner cette sensation de distorsion des corps qui était propre aux années 1500. Il s'est passé énormément de choses en 1500. Ici, nous sommes à la cour des Sforza. Cette peinture, elle a été faite par Ambrogio di Predis, qui était le chouchou peintre de la famille Sforza, de Ludovic en particulier. Et cette jeune fille est certainement une jeune de la cour de Sforza. Donc on est à Milan. Et vous savez qu'à Milan, Sforza a fait venir Léonard de Vinci en 1487. Il l'a fait venir non pas pour faire de la peinture au départ, mais pour faire des canons, pour faire des objets volants, puisqu'il avait fait miroiter tout son talent d'art militaire. Et Ambrogio di Predis, le peintre officiel, a donc travaillé avec Léonard de Vinci. Ils se sont échangés des tas de petites recettes. C'est pour ça que j'ai ici des pigments avec un œuf, puisqu'il travaillait la technique particulière à base d'œufs comme le liant. Et leurs rapports ont assez vite un petit peu dégénéré parce que Léonard de Vinci était quand même d'un talent nettement supérieur à Ambrogio, qui a tout de suite pris de l'ombre, il était plus chouchou, quoi. Donc là, on passe de Milan à Florence. Florence, c'est Raphaël qui était peintre à ce moment-là. Là, on est en 1514. Raphaël va mourir jeune, il va mourir à 37 ans. Il est débordé de travail et il a peint son ami, parce que son ami qui était banquier à Florence. Banquier à 17 ans. Un garçon particulièrement doué. Non seulement il avait un talent pour gérer les finances de certaines familles très riches et du pape, puisque le pape a eu recours à ses services. Et donc, en tant que banquier, il a dû prêter de l'argent à Raphaël, qui avait toujours des gros besoins. Et en compensation, Raphaël lui a fait son portrait, très célèbre, puisqu'il est au musée à la National Gallery à Washington. Donc, notre ami Bindo Altoviti, puisque c'était son nom, avait aussi des talents d'architecte. On savait tout faire à l'époque. On était financier, on était investisseur, on était prêteur de gains et on était aussi architecte. Donc Vasari lui confiait des travail. C'est pour ça qu'on a cette représentation d'une architecture très typique de l'époque. Là, on fait un pas en avant. On est toujours en Italie. Là, on est dans les années 1650, donc un petit peu plus tardif. Cette peinture, elle est un petit peu particulière parce que celui qui l'a peinte, il s'appelle Baccenis. Baccenis, c'est une famille de luthiers à Crémone. Il fabrique des violons de père en fils. Et lui, Baccenis, la fabrication des violons, ça ne l'intéressait pas. Et donc, il s'est mis à peindre. Et quand on regarde tout ce qu'a peint Baccenis, il n'a peint que des natures mortes avec des instruments retournés comme ça. Il y a une exception, c'est ce jeune garçon qui était un livreur de pain qui lui livrait le pain quotidien, qu'il a peint. Donc, c'est le seul portrait de Baccenis. Enfin, là on passe encore un petit peu plus loin. On est non plus en Italie, mais dans les Pays-Bas. On est à Delft. Un peintre à son époque qui était assez peu connu, dont la reconnaissance a été très tardive, puisqu'elle est venue pratiquement 150 à 200 ans après, c'est Vermeer. Alors Vermeer, il a peint La jeune fille à la perle en 1665.
On pense, enfin les experts en peinture pensent que c'est sa fille, mais rien n'est sûr. Quoi qu'il en soit, Vermeer aimait aussi beaucoup la musique, il a d'ailleurs représenté beaucoup de personnages avec des instruments de musique. Donc j'en ai profité effectivement pour mettre en valeur la musique de La jeune fille à la perle.